Sarebbe forse meglio parlare in italiano qui a Torino, però purtroppo il mio italiano è abbastanza brutto, difettoso, quindi ho deciso di esprimermi in francese et me ne scuso. Avant d'aborder la place de la paix et de la guerre dans l'imaginaire utopique moderne, avant d'entreprendre une histoire culturelle des représentations et des horizons d'attente idéaux, il me semble qu'il est indispensable de rappeler une chose, toute simple mais importante, c'est que la guerre est un fait social massif de la modernité. Selon Parker, pas plus de 10 ans de paix au XVIe siècle, pas plus de 4 ans de paix au XVIIe siècle. Droit régalien par excellence, constitutif de la souveraineté, le droit de guerre et de paix reconfigure entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne l'ancienne réflexion scolastique sur la guerre juste à la faveur de la construction de l'État. Au même moment, le développement de l'artillerie, l'augmentation des effectifs des armées de terre, la modification des techniques de fortification et l'amélioration de la puissance de feu des vaisseaux de guerre caractérisent la révolution militaire comme condition de l'expansion coloniale. Deve dunque uno principe non avere altro obietto, né altro pensiero, né prendere cosa alcuna per sua arte fuori della guerra e ordini e disciplina di essa, perché quella è solo l'arte che si aspetta a chi comanda. Chez Machiavelli, la guerre s'inscrit au cœur de la domination politique et des techniques de gouvernement selon la logique de la raison d'État. Violence légitime du point de vue du droit et de la politique, contrairement à la vengeance privée, assimilée au brigandage, la guerre est l'instrument qui construit la souveraineté incarnée par le prince. Publicité et nécessité déterminent la guerre entendue comme le jugement des armes entre des souverains déliés de toute autorité supérieure. Pour Kant, dans la doctrine du droit, je le cite, « Les États comme des sauvages sans loi sont par nature dans un état non juridique. Cet état est un état de guerre, même s'il n'y a pas toujours de guerre effective et d'hostilité manifeste et permanente. » Sur les décombres de l'unité de la chrétienté médiévale, la modernité signale la fragmentation des États souverains et l'affrontement des confessions antagonistes. Dès le début du XVIe siècle, prenant acte que l'absolue souveraineté de l'État disqualifie la possibilité même de toute institution supérieure d'arbitrage a priori, les juristes élaborent partout en Europe le droit des gens comme l'ensemble des règles juridiques destinées à réguler les relations entre les souverains et entre les peuples. Droit de la guerre, droit de la paix, droit du commerce, droit des étrangers, droit des traités et des ambassades. Recourant parfois au droit naturel, les jurisconsultes du droit des gens pondèrent le pessimisme politique à propos de la guerre permanente des princes par l'ambition juridique qui cherche à circonscrire la guerre dans les bornes étroites de la légitimité. Dans ces conditions politiques, juridiques, matérielles, l'utopie comme genre littéraire exprimant la description synchronique d'une société radicalement différente ouvre au pacifisme un imaginaire privilégié. Alors que la guerre déchire l'ancien et le nouveau monde au gré des passions des princes, l'utopie dévoile aux voyageurs naufragés la possibilité de la paix lorsque les hommes suivent l'ordre de la raison et de la nature. En conformité avec ces remarques préliminaires, j'exposerai donc mon propos en 3 points, la guerre récusée, la guerre pratiquée et la diplomatie du plus fort. Faute de temps, je négligerai ici un pan important au fond de cette réflexion, c'est-à-dire les projets de paix perpétuelle comme lieu d'articulation entre utopie et réformisme. C'est une question qu'on pourra ensuite discuter si vous le souhaitez. Je montrerai d'abord comment le pacifisme utopique correspond à l'idéal d'autarcie et d'immuabilité, alors que la guerre, tout comme le commerce d'ailleurs, suppose une conception dynamique de l'histoire au cours de laquelle les États sont placés dans des relations d'interdépendance étroite. J'examinerai ensuite de quelle manière le concept de guerre juste, le modèle de l'équilibre des puissances et l'expérience de la conquête coloniale contaminent
les sociétés utopiques. Et j'évoquerai également la figure du diplomate et celle de l'espion, alors que les utopies résistent généralement aux principes modernes de la représentation diplomatique permanente qui suppose la réciprocité et l'extraterritorialité juridique. Je conclurai en essayant de comprendre pourquoi l'arbitrage est l'instrument juridique privilégié des utopiens lorsqu'ils se mêlent de politique extérieure. Au premier coup d'œil, le refus de la guerre caractérise le genre littéraire de l'utopie. Dans un chapitre spécifiquement consacré à la guerre, Thomas More assure que les utopiens l'ont en horreur, on l'a entendu déjà cette citation ce matin, comme une chose brutalement animale et que l'homme néanmoins commet plus fréquemment qu'aucune espèce de bête féroce. En pleine succession d'Espagne, Tissot de Pateau donne la parole au pacifique roi Bustrol dans les voyages et aventures de Jacques Massé. Ignorant tout des armes à feu, le souverain réprouve le principe même de la guerre juste lorsque la boucherie générale entre des nations entières, ce sont les paroles de ce roi pacifique, ne provient que des intérêts dynastiques, du point d'honneur entre les princes, de leur passion, de la conquête et des antagonismes confessionnels. En 1770, enfin, dans l'Uchronie de Louis-Sébastien Mercier, l'an 2440, la figure du roi de paix succède à celle du roi de guerre. Le diadème du monarque qu'on voit ici est ceint d'une branche d'olivier, tandis que le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre n'est plus moqué comme une chimère, mais est devenu réalité. Dans le petit monde incestueux et autarcique de l'homme sauvage, que le même Mercier publie en 1767, le pacifisme du héros Zitzem répond aux leçons de la raison naturelle jusqu'à l'étendre à l'ensemble de la création. Que nous dit ce héros pacifique? Je le cite. « Nous étions parvenus au point de saluer les animaux comme nos frères, comme nos égaux. Jamais notre langue ne se trempa dans leur sang. » Le végétarisme, contrarié occasionnellement par les lois de la nécessité physiologique, découle du refus général de la force. Chasse et guerre procèdent du même excès de violence contre l'autre, de la même usurpation, du même abus de pouvoir. La critique du divertissement aristocratique rejoint la condamnation de la guerre comme violence illégitime. C'est le même point de vue qu'adoptait Morley en 1753, déjà, dans la Basiliade, le naufrage des îles flottantes. Le dégoût que provoque le sang versé chez le bon prince Zainzemin fait écho aux discussions savantes de l'époque sur la nature carnassière ou non de l'humanité, selon le principe que manger cher, selon Morley, anime l'homme contre l'homme. L'art de la guerre des Européens n'est alors qu'une variation sophistiquée de l'anthropophagie ou du cannibalisme. Chez Thomas More, Louis-Sébastien Mercier ou Morley, l'analogie animale dénonce le despotisme conquérant du roi, évidemment du roi de guerre, en inversant l'association péjorative entre la sauvagerie de l'homme naturel et le règne des bêtes. La cupidité meurtrière guide les Européens dans leur conquête des nouveaux mondes, à la manière des Espagnols, prédateurs, que Mercier présente comme l'incarnation de la violence fanatique. En parallèle, l'éloge de la paix trahit une perception du temps en rupture avec le déroulement de l'histoire générale de l'humanité. L'histoire en utopie se déploie dans la rationalité et la transparence à partir du moment fondateur, celui de l'institution de la société utopique par un grand législateur. La paix signifie l'avènement d'une histoire alternative, étrangère à l'histoire de l'humanité tout entière, caractérisée par la guerre. Plus encore, la paix, comme état social permanent, apparaît comme la finalité suprême de l'histoire. La perfection de la société utopique se reproduit alors à l'identique dans la profondeur du temps. L'idéal de la paix en utopie tire son origine de sources très anciennes, en même temps qu'il les renouvelle radicalement. La paix comme fin de l'histoire appartient notamment à la théologie chrétienne. Dans la Cité de Dieu, saint Augustin rappelle que la finalité de l'homme s'accomplit lorsque, je cite, « les vertus n'ayant plus à livrer la guerre au vice ni au mal, posséderont le prix de leur victoire, l'éternelle paix que nul adversaire ne troublera. » Mais cette paix au-dessus de toute paix, comme le dit saint Augustin, est promesse, on l'a compris, d'éternité dans l'au-delà.
Or, le renversement utopique consiste à séculariser la paix transcendante de la théologie augustinienne, puisqu'elle est constitutive de la nature de tous les êtres créés. La paix peut être réalisée ici-bas, pour autant que l'homme suive sa raison, faculté intellective qu'il institue à l'image de Dieu. Qualité donnée dans la nature de l'homme, socialisée et sécularisée, la paix doit s'accomplir par l'homme dans la forme d'un ordre social rationnel, constitué en vue du bonheur commun. Cette conception se déploie dans le Télémaque de Fénelon, bien sûr. Au 8e livre des Aventures de Télémaque, la Bétique est décrite comme la terre de l'âge d'or, où la générosité de la nature est à la mesure de la tempérance du climat. Lorsque Télémaque s'interroge sur les moyens que ces hommes exceptionnels ont trouvés pour éviter la guerre avec leurs voisins, il apprend d'abord que la nature elle-même y a pourvu, selon le motif habituel dans la littérature utopique, de la citadelle géologique. D'un côté, la mer, de l'autre côté, des hautes montagnes découragent la multiplication des échanges avec l'extérieur. Associant la vertu à l'autarcie frugale, les habitants de la Bétique dédaignent les arts pernicieux qui produisent les besoins superflus et introduisent la distinction sociale. C'est pourquoi ils refusent d'apprendre la navigation, technique de l'interaction par excellence, retranchés dans une bienveillance universelle. Le peuple de la Bétique est le seul qui se conforme spontanément à la prescription de Mentor, je le cite, « Tous les peuples sont frères et doivent s'aimer comme tels. Malheur à des impies qui cherchent la gloire cruelle dans le sang de leurs frères, qui est leur propre sang. » La plupart des sociétés utopiques exercent pourtant à l'égard des intrusions extérieures une politique bien plus vigilante. À l'hospitalité des intéressés de la Bétique répond alors l'imaginaire de la citadelle fortifiée et du cordon militaire à la Vauban. Si la guerre est jugée comme le mal suprême, il faut savoir la repousser par la force. Il me semble qu'on est là dans une pensée assez éloignée de l'internationalisme. Déjà à l'œuvre dans l'organisation sociale des utopiens de Thomas More, le modèle de l'autodéfense milicienne se retrouve dans de nombreuses utopies. Dans l'histoire des Ajoaïens, Fontenelle consacre le chapitre 8 à la question de la guerre. On y retrouve le motif de la citadelle géologique qui place l'île d'Ajao à une distance relative du reste de l'humanité. Mais les Ajoaïens ont également constitué une milice considérable qui comprend tous les citoyens mariés de 22 à 50 ans. La formation du citoyen soldat idéal se déroule à l'occasion de la revue générale des troupes, des exercices militaires et du prix d'honneur offert aux miliciens les plus adroits. L'art de la navigation s'inscrit dans la stratégie défensive de l'île. 12 vaisseaux mouillent en permanence dans les 2 principaux ports du pays, complétant ainsi le dispositif des gardes-côtes qui sont postés en sentinelle jour et nuit dans des grandes tours qui couvrent l'ensemble du littoral. Chez les Sévarambes de Denis Verras, dont on a entendu beaucoup de choses ce matin, grâce à Dino, chez les Sévarambes, qui n'ont d'ailleurs jamais connu la guerre, les filles et les garçons sont formés au métier des armes entre l'âge de 7 ans et 14 ans. Ensuite, 6 fois par mois, tous les miliciens s'exercent dans des joutes festives jusqu'à l'âge de 49 ans. La hiérarchie militaire correspond à ce que doit attendre le lecteur européen d'une armée bien disciplinée, bien entraînée, dans une société pourtant en paix, mais sur le pied de guerre permanent. La milice citoyenne mélangée à l'extrême hiérarchisation militaire rend compte du régime politique des Sévarambes, je cite, « monarchie successive et despotique, mêlée d'aristocratie et de démocratie ». Sans multiplier davantage d'exemples, j'insisterai sur 3 points. En premier lieu, cette culture milicienne manifeste la coexistence conflictuelle entre la société utopique et les autres peuples. Le pacifisme utopique comme manifestation de la fin de l'histoire est rappelé, contre son gré, au dynamisme historique de l'humanité placé sous le signe de la guerre. L'intrusion de l'histoire belliqueuse des hommes menace en permanence la société utopique. Deuxièmement, en conséquence de cette menace, la société utopique ne parvient jamais à échapper tout à fait à ce qu'on pourrait appeler, non sans un énorme anachronisme, que j'assume ici, les relations internationales. En s'armant contre le danger extérieur, elle participe déjà à l'équilibre des puissances, tel que le formalise le droit des gens et le droit public depuis le XVIIe siècle au moins.
En délocalisant la société parfaite des utopiens, l'imaginaire européen ne l'extrait pas d'une représentation conflictuelle de l'interdépendance entre les États et entre les peuples. En dernier lieu, et à quelques exceptions près, les éléments constitutifs du civisme armé des sociétés utopiques sont souvent empruntés à la culture politique du républicanisme d'Ancien Régime, en opposition au despotisme militaire des rois absolus et conquérants. Les exercices militaires en utopie, au-delà de leur fonction défensive, revêtent une signification politique interne qui peut évoquer Rousseau. Ces exercices contribuent à la cohésion sociale. Ils sont la manifestation armée du contractualisme utopique dans un déroulement festif qui constitue la citoyenneté sous le régime de la transparence et de la publicité. Menacés par le voisinage d'une humanité dévorée de passions belliqueuses, les mondes utopiques appliquent les prescriptions de la guerre juste, certes héritées de la tradition scolastique thomiste, mais dont on remarquera que la systématisation juridique par le droit des gens est contemporaine de l'essor des romans utopiques eux-mêmes. Chez Thomas More, je cite, « Les utopiens ne font jamais la guerre sans de graves motifs. Ils ne l'entreprennent que pour défendre leurs frontières ou pour repousser une invasion ennemie sur les terres de leurs alliés ou pour délivrer de la servitude et du joug d'un tyran un peuple opprimé par le despotisme. En cela, ils ne consultent pas leurs intérêts, ils ne voient que le bien de l'humanité. » Véritable synthèse de la guerre juste chez un auteur qui est également négociateur, la régularisation du conflit armé indique l'effet de contamination entre la tradition juridique du droit des gens et la littérature utopique, en même temps qu'elle traduit les débats politiques de l'époque, notamment sur l'utilisation des mercenaires. Cette perméabilité s'inscrit dans la longue durée, comme en témoigne par exemple le Nouveau Gulliver de Desfontaines, publié en 1730. La guerre contre les sauvages, à laquelle participe Gulliver, s'exonère de toute perspective de domination coloniale, puisqu'elle se situe entièrement sous le signe de la nécessité de se défendre. Au-delà des considérations convenues sur la guerre juste, la conquête et la mission civilisatrice du colonialisme s'invitent pourtant en utopie, établissant la hiérarchie anthropologique qui progresse de l'animalité du sauvage à l'humanité accomplie de l'utopien raisonnable. Chez Thomas More, c'est Utopos, conquérant avant d'être législateur, qui s'empare par la force de l'île d'Abraxa, rebaptisée Utopie dans un geste toponymique de la souveraineté qui correspond à l'expansion coloniale européenne. Que nous dit Thomas More? Ce conquérant eut assez de génie pour humaniser une population grossière et sauvage et pour en former un peuple qui surpasse aujourd'hui tous les autres en civilisation. En cas d'excédent démographique, les utopiens fondent des colonies dans les continents les plus proches. Il s'agit d'un colonialisme évidemment bienveillant, mais à la condition que les indigènes acceptent les lois d'utopie et se mêlent aux colons de bonne grâce. Parce que si ce n'est pas le cas, les naturels sont chassés de leur pays sous prétexte que la raison et la nature interdisent qu'une terre vierge soit refusée à ceux qui se proposent de la cultiver. Version exotique de la domestication sociale, l'imaginaire de la domination coloniale s'inscrit durablement dans la littérature utopique. En 1780, la découverte australe de Rétif de la Bretonne déploie la stratégie de conquête par la seule raison civilisatrice des îles australes peuplées d'êtres hybrides. Hommes-singes, hommes-ours, hommes-chiens, hommes-cochons, hommes-taureaux, etc., etc. Tous ces élèves sauvages sont assujettis à la curiosité anthropologique verticale de la raison humaniste du héros Victorin, prince fondateur du peuple des Christiniens. Soucieux d'un colonialisme éclairé, où les naturels ne sont pas opprimés ni asservis, il les conduit, donc Victorin, vers la plénitude de l'humanité au plus haut degré de l'intelligence des hommes parfaits, c'est-à-dire de cette nouvelle race d'Européens, que la délocalisation utopique réconcilie avec la nature. Pourtant, là encore, la supériorité technologique et la puissance de feu réalisent l'entreprise de civilisation, quitte à user de la force lorsqu'il faut se défendre contre la férocité des hommes oiseaux et l'indiscipline des hommes lions, vous les voyez ici, qu'on ne pouvait dompter que par les châtiments les plus sévères.
nous dit Rétif de la Bretonne. L'auteur, comme d'autres auteurs avant lui, touche ici aux limites de l'argument défensif de la guerre juste. Manié sans cesse par les vertueux christiniens, lorsque leur œuvre de civilisation rencontre la résistance des hommes bruts des îles australes, jamais l'argument de la guerre juste n'est concédé à ces mêmes résistants, dont on doit seulement regretter et réprimer leur entêtement à demeurer dans l'ignorance et la sauvagerie. De manière significative, l'utopie de Thomas More s'ouvre sur la rencontre entre le narrateur et Raphaël Hitloday à l'occasion d'une mission diplomatique en Flandre. Cet épisode inaugural inscrit le récit de l'ailleurs imaginaire dans la continuité d'une expérience réelle de la négociation dans l'Europe des princes. Parfois juristes de formation, c'est le cas de Denis Verras, les auteurs de romans utopiques ont quelquefois aussi revêtu les fonctions de diplomates au plus près des pratiques du pouvoir politique, comme Thomas More ou Francis Bacon. Dès l'origine, une partie de l'imaginaire utopique se construit donc à la croisée de la sociabilité de l'humanisme classique et de l'administration publique, prenant même l'aspect du traité romancé d'éducation princière, comme dans le cas du Télémaque de Fénelon. Chez les auteurs peut-être plus radicaux, à l'exemple de Morley dans la Basiliade, le personnage de l'ambassadeur occupe encore une place de choix, même si elle s'accompagne d'une représentation très péjorative de la fonction, au diapason de la dépréciation de la politique extérieure des rois dans l'Europe des Lumières. Signe de l'adhésion apparente aux règles de la communication politique de l'Europe, chez More, les utopiens envoient des ambassades auprès de leurs alliés en faveur desquels ils soutiennent parfois des guerres d'arbitrage. Réciproquement, les ambassadeurs alliés sont reçus à Amorot, la capitale de l'utopie. Mais s'agit-il bien de la pure et simple acclimatation de la culture diplomatique moderne au pays de nulle part ? À y regarder de plus près, il en manque l'une des caractéristiques essentielles, incompatible avec la conception isolationniste de la souveraineté en utopie. Les utopiens semblent en effet n'admettre que des députations extraordinaires, en conformité avec une forme assez archaïque de la politique extérieure, antérieure au développement de l'ambassade, entendue comme une institution extraterritoriale permanente, soustraite à la juridiction ordinaire du pays d'accueil. Même dans ces conditions restrictives, les pratiques diplomatiques soulèvent des difficultés en ce qu'elles nécessitent l'aménagement négocié de gestes et de discours, dont la signification est partagée par tous les interlocuteurs, quelle que soit leur culture politique. Or, la pompe des ambassadeurs anémoliens, respectant les pratiques solennelles de la Renaissance, suscite le scepticisme et même le malentendu chez des utopiens qui associent les signes de la richesse à la servilité et à l'infamie. Couverts d'or et de pierreries, suivis par une centaine de courtisans et de valets, ils sont négligés comme des domestiques et les domestiques salués comme des ambassadeurs par le peuple utopien, habitué à reconnaître la dignité des plus hautes fonctions derrière la simplicité uniforme des vêtements. Lutte de prestige qui implique une compétition sémiotique des regards, le rite de l'obviatio, de la rencontre officielle, échoue lorsqu'il se déroule dans le monde inversé de l'utopie, là où les mêmes signes sont interprétés de manière contradictoire par les interlocuteurs. Victoire symbolique des utopiens, c'est en se soumettant au modèle de la sobriété vestimentaire que les anémoliens peuvent in fine nouer des relations avec leurs hôtes. Méfiant à la guerre des ambassadeurs, les mondes utopiques privilégient l'utilisation des espions. Chez les Ajoaïens de Fontenelle, la suspicion autarcique qui frappe l'engeance humaine disqualifie le recours au ministre public puisque celui-ci suppose la réciprocité et vise à instituer les interlocuteurs dans une relation d'égalité juridique. C'est pourquoi il préfère envoyer les observateurs dans les principales villes d'Asie orientale afin de veiller aux intérêts de leur patrie. Ces espions examinent les mœurs des sociétés dans lesquelles ils opèrent, établissant des registres d'anthropologie politique qui servent ensuite dans les maisons d'éducation à l'instruction des jeunes Ajoaïens. L'aspiration utopique à la transparence s'étend à la connaissance unilatérale et encyclopédique du monde dans sa globalité. Cette position en surplomb, signe de la puissance infiniment supérieure de la société utopique, se manifeste dans les situations d'arbitrage. Catégorie juridique du droit des gens, l'arbitrage
recouvre la signification, notamment chez Grotius, soit de médiation, sous forme de bons offices non contraignants, soit de jugement auxquels doivent obéir les parties qui y sont soumises. La puissance d'arbitrage des États utopiques mêle en réalité les deux aspects. La plupart du temps aimable et doux dans ses propos conciliateurs, le médiateur de l'utopie prononce toujours comme un arbitre, quitte à user de la force contre les peuples récalcitrants. L'arbitrage agit avec efficacité dans la mesure où la société utopique associe généralement deux conditions, la supériorité militaire et celle de la raison. Comme tiers idéalement impartial, l'arbitre défend le juste et le bien entre deux parties adverses au nom de la raison naturelle, et il le fait avec d'autant plus de succès lorsqu'il détient la puissance de feu qui convertit sa parole fraternelle d'apaisement en sentence sans appel. En ce sens, le motif de l'arbitrage trahit la perméabilité entre l'imaginaire utopique et le monde politique réel. La représentation du souverain comme arbitre des puissances européennes est une figure traditionnelle du discours de prestige des grandes monarchies, à commencer par la monarchie française, associant la figure du roi de guerre à l'horizon d'attente de la justice et de la paix universelle. Deux mots de conclusion. Dans Frontiere e limiti della ragione, Giuseppe Recuperati interprète avec justesse les utopies comme les lieux où s'exprime la crise de la conscience européenne dans un rapport complexe à l'altérité. Les Lumières sont à ce titre un moment chaud de l'imaginaire utopique. Foi dans la raison, aspiration au bonheur commun, remise en cause des autorités traditionnelles, imaginaire de la transparence et de la publicité, s'associe à l'irénisme cosmopolitique qui porte la critique au cœur de la représentation du pouvoir souverain et de l'ordre européen. Aujourd'hui, nous sommes des lecteurs ambigus. Nous relisons ces utopies à partir d'un moment de grande décrue à l'aspiration utopique. À la fois inquiétés par le projet prométhéen du bonheur collectif obligatoire et nostalgiques de l'enthousiasme contractualiste capable de penser l'alternative sociale. Sous les ruines d'Alep, où gît la conscience de l'humanité, que reste-t-il de l'imaginaire pacificateur de l'utopie, sinon le refrain radiophonique du credo désabusé et ultra-individualiste d'Appiano. Je vous remercie.